Si tu fais toujours les mêmes entraînements avec les mêmes charges, ton corps n'a aucune raison de changer. Résultat, tu stagnes, tu perds ton temps et tu restes au même niveau. Mais aujourd'hui, je vais te montrer 10 manières infaillibles de gérer ta surcharge progressive. C'est vraiment ce qui va te faire progresser dans la musculation. Et tout ça dans un objectif de prise de masse, bien sûr. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr que tu connaissais peut-être 2-3 techniques, mais il y a vraiment la majorité des techniques que tu connais pas forcément pour réussir à surcharger progressivement ton corps, réussir à progresser à l'infini, progressivement dans ton parcours en musculation finalement. La première manière de progresser, c'est d'augmenter le poids. Bon, ça, c'est pas forcément un secret pour tout le monde, mais si tu veux réussir à progresser, pousser plus lourd, devenir plus fort, plus massif, il faut que tu augmentes de semaine en semaine le poids en fonction des exercices. Je vais donner des exemples, donc reste bien jusqu'ici. Par exemple, si tu fais du soulevé de terre, donc du deadlift en langage anglais, English, du deadlift, si tu en fais, tu vas plutôt augmenter. Surtout si tu es débutant, tu vas augmenter dans des paliers de 10 au début, peut-être de 5 en 5, parce que c'est un gros mouvement, comme le squat, tu vois. Le squat, c'est un peu plus difficile que le soulevé de terre, puisque la surcharge progressive est moins importante. Par exemple, si tu as un soulevé de terre à 200 kg, c'est beaucoup plus simple de passer de 200 à 205 que de passer de 200 à 205 au squat, puisque tu mets moins lourd au squat qu'au soulevé de terre, tu vois. Donc, pour en revenir au poids, comment tu peux l'augmenter en fonction de quel exercice? En fait, il faut plutôt raisonner en pourcentage de charge plutôt que en poids absolu. Par exemple, si je te dis, ok, semaine 1, tu fais un soulevé de terre à 100 kg, semaine 2, tu fais un soulevé de terre à 110 kg, en gardant le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, ok? C'est bien, tu as augmenté tes reps de 10 kg. Maintenant, si je te mets le même exercice, enfin pas le même exercice du coup, si je te mets des élévations latérales par exemple, généralement les gens restent bloqués jusqu'à 8 kg aux élévations latérales. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de passer de 8 à 18 kg, donc d'augmenter de 10 kg aussi? Bah non, puisqu'on raisonne surtout en pourcentage de progression, pourcentage de charge, ok, qui va progresser dans le temps. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est progresser entre 5 à 10% par semaine si tu es débutant. Donc par exemple, si tu as un soulevé de terre à 100 kg, et tu vas rajouter 5 à 10 kg la semaine prochaine, sans changer le nombre de répétitions, sans changer le nombre de séries. Après, tu vas le voir pour la suite de cette vidéo, c'est-à-dire que en fait, tu peux pas, si tu peux changer juste un facteur ou l'autre, etc. Mais le but d'avoir un coach, ce que je suis, c'est que en fait, tu peux moduler plein de facteurs pour que justement tu t'ennuies jamais en musculation et que tu puisses progresser tout en gardant les exos que tu adores faire. Donc niveau poids, niveau charge, si je devais faire un petit récapitulatif, c'est simple. Sur les exos mono-articulaires, typiquement du leg extension, du leg curl, des élévations latérales, du curl biceps, tu vas plutôt raisonner en termes de charge, de pourcentage, tu vois. Mais sinon, si je devais donner une charge absolue, allez, tu peux augmenter de 1 à 2 kg par semaine si tu es débutant. Après, tu vas voir, plus tu vas progresser, moins la surcharge progressive sera idéale puisque tu as une relation exponentielle inverse, c'est-à-dire que exponentielle normale, ça fait ça. Okay, exponentielle inverse, c'est-à-dire que tu vas beaucoup progresser au début et puis au fur et à mesure des années de musculation, tu vas atteindre un palier de stagnation ou en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile de prendre de la masse. Donc exomono-articulaire, plutôt 1 à 2 kg. Exercice polyarticulaire simple, comme par exemple du développé couché, donc du bench, du tirage, des tractions, peut-être du squat, tu vois. Tu vas plutôt augmenter entre 2,5 et 5 kg par semaine en fonction de ton niveau. Si tu as 20 ans d'entraînement, tu vas pas augmenter de 5 kg, ça va être impossible pour toi puisque tu auras atteint un tel niveau que tu pourras pas progresser autant d'une séance à l'autre, tu vois. Et troisièmement, les exos, en fait le seul, le soulevé de terre, c'est un des seuls exercices où tu vas pouvoir mettre peut-être 10 kg en plus chaque semaine parce que c'est le soulevé de la mort, typiquement. C'est la charge où tu peux mettre le plus lourd possible. Deuxième manière de faire une surcharge progressive à l'infini, c'est le nombre de répétitions. Okay, moi, ce que j'aime bien faire, c'est augmenter de 2-3 répétitions par semaine. Et une fois que tu as fait 2-3 incrémentations, donc sur 4 semaines, 2-3-4 incrémentations, donc sur 4 semaines, tu vas pouvoir réduire le nombre de répétitions, donc revenir à l'incrémentation du début. Par exemple, semaine 1, 8, semaine 2, 10, semaine 3, 12, semaine 4, 15. Tu vas revenir à 8, mais augmenter le poids. C'est comme ça qu'on fait une surcharge, etc., etc. Après, tu vas le voir par la suite, mais le nombre de reps est très corrélé au nombre de séries. C'est pour ça que la troisième manière de progresser, c'est d'augmenter ou de diminuer le nombre de séries dans ta séance. Par exemple, si tu as l'habitude de faire 4 séries de 10 au développé couché, ce qui est très bien, pour progresser,
bah, tu peux faire 5 séries de 10. Ça ne pose pas de problème. Tu peux faire 6 séries de 10. Mais par contre, tu vas pas pouvoir changer d'autres facteurs. Moi, le nombre de séries, généralement, je ne touche pas trop. Moi, j'aime bien rester entre 3 et 5. Alors, ça dépend. Si tu fais de la force, eh ben, tu vas plutôt viser une grosse fréquence d'entraînement. Donc, peut-être faire 8 séries. Ça se fait facilement. Hein. Tu vois, des 7x3, des 6x4, des 8x2, ça se fait très très facilement pour prendre de la force. Mais toi, tu veux prendre de la masse. Donc, peut-être entre 2 et 4 séries. 2 séries, c'est quand tu as une intensité très élevée. Et quand tu fais 4, 5, 6 séries pour le même exercice, là, c'est quand tu as une intensité faible. Parce que sinon, si tu augmentes les deux en même temps, va arriver un moment, tu vas te péter. Et tu vas te surentraîner. C'est exactement pas ce qu'on veut, puisque l'ennemi de la progression, c'est la fatigue. Et puis comme je disais, tu peux modifier ça avec les répétitions. Par exemple, c'est pas marqué dans le marbre que tu es obligé de faire 3 séries de 10, 4 séries de 10, etc., etc. Tu peux faire 2 séries de 10 et une série de 8. Ça ne change rien du tout, tu vois. Tu peux faire 3 séries de 10 et 2 séries de 5. Ça n'empêche à rien, tu vois. Donc c'est toi et ton imagination à voir comment tu vas progresser. Est-ce que ton corps est capable d'encaisser vraiment une série entière supplémentaire au même poids avec le même nombre de répétitions d'une semaine à l'autre? Est-ce que c'est vraiment le cas pour ton corps actuellement? La quatrième manière de progresser, et c'est ce que je mets en place dans mes coachings, alors tu as plusieurs trucs. Tu as le RPE, donc c'est une échelle d'effort perçu de 0 à 10. Tu as le RIR, c'est une échelle de répétition en réserve. Donc RIR, c'est Repetition in Reserve, et RER, c'est répétition en réserve. Moi, j'aime bien utiliser les termes anglais. Donc RPE, Rate of Perceived Effort, ok, et le RIR, donc Repetition in Reserve. Et en fait, le RPE et le RIR ont des relations inverses. Par exemple, le RPE, c'est quand tu es à 0 sur 10, tu es dans le coma. Clairement, tu es dans ton lit, tranquillement, tu penses à rien du tout. 0 sur 10, c'est repos complet. Ok. 10 sur 10, c'est la mort. Imaginons, tu viens de faire un max au développé couché, ton max sur 10 répétitions, tu peux pas pousser une rep de plus, et ben là, tu es à 10. Donc, tu es littéralement pratiquement en train de mourir ou de vomir. Ça dépend quel suffixe tu mets à la fin. Tous les mots qui finissent en IR fonctionnent. Ça, c'est pour le RPE, donc de 0 à 10. Pour le RIR, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça va être plutôt une échelle entre 1 à 5, parce qu'après, au-delà de 5, c'est pas du tout intéressant. Parce que, en fait, le but, c'est que tu soulèves lourd quand même et que tu crées des dommages musculaires. Toi, ce que tu veux, c'est ça, c'est prendre de la masse. Est-ce que tu penses vraiment que c'est en pédalant dans la semoule et en soulevant hyper léger que tu vas pouvoir prendre de la masse? Non. Donc, c'est pour ça que moi, je la situerai entre 1 et 5. Moi, je l'utilise personnellement entre 1 et 3. Entre 1 et 4. Si le mec est vraiment débutant, je mets un RPE 6 qui équivaut à un RIR 4, puisque ça veut dire que j'ai 4 répétitions en réserve. RPE 6 égale 4 répétitions en réserve, ok. Puis après, c'est crescendo, un RPE 7, 3 répétitions en réserve. Donc ça veut dire RIR 3, etc., etc., etc. Et donc toi, comment tu peux l'appliquer dans ton programme? C'est simple. Dans chaque début de programme, c'est-à-dire tu as peut-être refait des mouvements ou tu vois que tu progresses pas assez. Commence déjà par la base, maîtrise la technique avec des charges moyennement légères. Ok, RPE 7. Et de semaine en semaine, tu peux faire 2 semaines à RPE 7, 2 semaines à RPE 8, 2 semaines à RPE 9 et une semaine à RPE 10, où là tu fais un max, tu vois. Et ça, c'est un principe bien méconnu des personnes qui font de la musculation, c'est la périodisation et la programmation de l'entraînement. Et ça, il y a pratiquement uniquement les coachs qui savent le faire, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a fait des études dans ça en tant que coach. Donc tu peux faire ça comme ça, mais rien ne t'empêche par exemple de faire RPE 7, RPE 8, RPE 9, RPE 8, RPE 9, etc. Enfin, c'est toute une gestion de la fatigue pour que tu puisses progresser de manière optimale. La cinquième manière de progresser, c'est les temps de récupération. Personnellement, j'aime pas trop utiliser ça, puisque à mon avis, les temps de récupération, il faut pas trop les changer, à part si vraiment c'est la seule variable et unique variable que tu peux changer. Tu as déjà tout changé, les RPE, les séries, les répétitions, le poids, mais rien n'y fait, t'arrives pas à progresser, et ben là, la période de récupération, tu peux la toucher. S'il n'y a pas d'ordre d'importance, si tu veux, c'est pas le poids, tu dois augmenter en premier parce que je l'ai mis en numéro 1. Non, je te donne plein de manières, après à toi d'adapter. C'est vraiment comme si tu étais créatif en fait. C'est de la création de ton programme et de ta progression sur le long terme. Donc le temps de récupération, très simple, sur les mouvements polyarticulaires comme le squat, le bench, le deadlift, ok, développé couché, squat, soulevé de terre,
là tu peux mettre des gros temps de récupération. Encore une fois, ça dépend si tu es débutant ou intermédiaire ou avancé. Si tu viens de commencer la musculation ou que tu stagnes à peine au bout de quelques mois, ben tu vas plutôt prendre 3 minutes de récupération. Si jamais tu es plutôt avancé et que tu as vraiment besoin de cette récupération-là pour donner un maximum d'effort sur tes exercices, là tu peux augmenter à 4-5 répétitions. 5 minutes de récupération, pardon. J'ai même vu des gars en compétition de SBD, donc le powerlifting, qui prennent des récupérations de 10 minutes. Ça se fait. Est-ce que tu as le temps de le faire parce que peut-être que tu as un travail à côté? Non. Donc, peut-être que 3 minutes pour toi, c'est largement suffisant. Moi aussi, tu vois, je gère ce compte, je gère cette chaîne YouTube et je fais peut-être 3 ou 5 entraînements par semaine. Et ben, grâce à tout mon train de vie à côté, est-ce que je peux me permettre de faire des périodes de récupération de 5 minutes? Même si c'est plus optimal. Est-ce que c'est peut-être la meilleure solution? Pas forcément, puisque moi j'aime bien avoir 3 minutes de récupération et peut-être progresser sur les 6, alors je sais plus, je crois qu'il en reste 5, il reste 5 points suivants pour améliorer tes entraînements et surcharger progressivement à l'infini, tu vois. Donc finalement tu peux toucher plein de facteurs et tu peux t'améliorer en continu, sans forcément toucher les temps de récupération. Ensuite, en ce qui concerne les exercices mono-articulaires, l'extension, les curls, élévation latérale, curl biceps, extension, enfin tous les mouvements qui mobilisent une seule articulation, ok, et ben là, la période de récupération va être entre 1 et 2 minutes. Ça dépend, si tu fais des séries de 50, des séries de 100, tu vas peut-être prendre une récupération plus courte, donc peut-être 45 secondes, 1 minute, 1 minute 30. Et si jamais tu es sur des répétitions peu élevées avec une grosse intensité, par exemple tu fais des séries de 8 au leg extension, bon, qu'est-ce qui t'empêche de prendre 2-3 minutes de récupération, tu vois? Mais après, c'est en fonction de l'exercice, c'est en fonction de la dépense neurologique que l'exercice te fait. C'est beaucoup plus difficile de faire un squat parce que c'est polyarticulaire que de faire un leg extension. Alors que ça mobilise les mêmes muscles, pratiquement au détail près. Le squat mobilise aussi les fessiers, aussi un peu les disques jambiers et les mollets, mais c'est le but de faire du squat. Tu fais du squat pour développer tes quadriceps et pas autrement. Ensuite, 6e manière de progresser, on va avoir la densité d'entraînement. Je m'explique. Le but, c'est que ton entraînement soit dense pour qu'il soit le plus efficace possible en un minimum de temps possible. C'est ce qu'on appelle l'efficience, ok? Et cette efficience, on l'a comment? On peut la gérer de plusieurs manières. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les supersets ou les EMOM. Superset, c'est quoi? C'est l'enchaînement de 2 exercices. Alors, on peut avoir des biceps, des triceps, etc. Les supersets, c'est un enchaînement de 2 exercices avec antagoniste, agoniste, c'est-à-dire, par exemple, tu enchaînes des pompes et des tractions, ça travaille pas les mêmes muscles. Les biceps et les triceps, c'est des exos qui mobilisent les mêmes muscles. Par exemple, tu vas enchaîner du développé couché avec du développé couché halter, avec du butterfly pour les pecs. Ça, c'est un tricep, par exemple. Tu peux le faire en 2 fois, tu peux le faire en 3 fois, en 4 fois, après ça devient un giant set. Enfin bref, on parle pas de ça ici. Là, on parle d'efficience. Pour moi, les 2 meilleures méthodes, c'est le superset. Maintenant, est-ce que de manière pratique, tu peux le mettre en place dans ta salle? Imaginons que tu t'entraînes à 18h30. La salle est blindée. Est-ce que tu vas faire des supersets? Non, parce que peut-être que tu vois, tu vas mobiliser plusieurs accessoires, tu vas mobiliser plusieurs outils. Par exemple, imaginons que tu enchaînes du développé couché avec, du tirage. Tu auras besoin de 2 barres différentes, tu auras besoin de prendre des poids différents en fonction et tu gênes du coup les autres. Pour moi, c'est la moins bonne des deux. Mais après, si tu as une salle indépendante et que tu as le temps de t'entraîner avec peu de monde, etc., tu peux tout à fait faire un superset. Ça te fait gagner du temps et d'après les études, c'est pas forcément plus optimal. Donc en fait, tu as les mêmes gains que si tu avais un exercice séparé. En fait, c'est un gain de temps énorme. Après, forcément, ça demande une dépense cardiovasculaire plus importante, c'est sûr, puisque imagine, c'est plus facile d'enchaîner, c'est plus facile de faire du soulevé de terre que d'enchaîner du soulevé de terre et du squat. C'est logique. Déjà qu'à la fin d'un soulevé de terre, t'es complètement cramé. Est-ce que tu auras la force de faire un squat par derrière? Je sais pas. Enfin, moi, je connais la réponse. Je sais que c'est non. Mais après, à toi de voir. Moi, personnellement, j'aime pas trop les supersets. Mais ceux qui aiment bien, je leur remets dans leur programme, tu vois. Ensuite, on va avoir ma méthode préférée, c'est les EMOM. Les EMOM, c'est quoi? Ça veut dire every minute on the minute. Ce qui veut dire, concrètement, tu veux faire des pompes. Très bien. Si je dis, tu fais un EMOM de 8 minutes avec 5 reps toutes les minutes. Donc ça veut dire que tu vas mettre un chrono, toutes les minutes ça va biper, ok. Premier bip, tu fais 5 pompes, puisque c'est EMOM 8 minutes, 5 reps par minute, tu vas faire 5 pompes. Le temps de récupération, imaginons que tu fais tes 5 pompes en 10 secondes, et le temps de récupération c'est 50 secondes jusqu'à ce qu'il y ait le prochain bip.
etc., 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 jusqu'à ce que ça fasse bip, bip, bip et que ça soit fini, tu vois. Ça, c'est un minimum. Ça te permet d'accumuler beaucoup de volume avec beaucoup d'intensité en très peu de temps, finalement. En très peu de temps que tu aurais pu investir, tu vois, sur d'autres exercices, peut-être qui te plaisent ou quoi. Peut-être gagner du temps. De toute façon, c'est la ressource la plus importante sur cette terre. Donc, pourquoi tu vas cracher dessus? Moi, j'adore les EMOM. Par exemple, au niveau de la progression sur les EMOM, ce que j'aime bien faire, c'est le premier mois d'entraînement, tu vas faire des EMOM de 8 minutes avec 5 reps par minute. Le deuxième mois, tu vas faire des EMOM de 10 minutes avec 4 reps par minute. Et le troisième mois, tu vas faire des EMOM de 12 minutes avec 3 reps par minute. Après, tu comprends bien que plus tu vas augmenter le nombre de séries et diminuer le nombre de répétitions, plus tu bascules sur une relation intensité-volume. C'est-à-dire que le volume va diminuer en fonction, puisque ça demande beaucoup plus de cardio, et même tu vas très vite le sentir si tu testes l'expérience, que c'est beaucoup plus difficile de faire du EMOM 8 minutes avec 5 reps par minute. Imagine, tu fais 5 squats toutes les minutes pendant 8 minutes. C'est plutôt contraignant, tu vois. Alors que moi, je préfère plutôt la méthode qui développe plus la force finalement, mais ça développe aussi la masse musculaire. C'est juste que ça dépend de tes objectifs. Moi, j'aime bien être fort et avoir une certaine masse musculaire. Je veux pas devenir bodybuilder, tu vois. Donc, avec ça, tu vas pouvoir prendre de la force plus tu t'approches des répétitions basses. Après, si tu veux dans un objectif de force et que tu adores vraiment, tu vois, la fréquence d'entraînement, faire plein de séries avec peu de récupération, donc c'est le type d'un EMOM, hein. Mais voilà, et ben tu peux basculer, tu veux pousser les limites encore plus loin. Moi, je sais que faire des EMOM de 14 minutes avec 2 reps par minute, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, que j'ai déjà fait et que j'ai apprécié. Et puis après, si tu veux pousser encore le bouchon encore loin, tu vois, il faut que tu fasses des EMOM de des EMOM de 16 minutes avec 1 rep par minute. Maintenant, c'est dans un objectif de prise de force, tu vois. Pour moi, les 3 premiers mois, donc EMOM 8 minutes, EMOM 12 minutes, avec respectivement 5, 4, 3 répétitions par minute, ben pour moi, c'est dans cette fourchette-là que tu dois être pour prendre de la masse. 7e manière de progresser, l'amplitude de mouvement. Oui, je pense que tu l'as déjà remarqué, je vais te montrer des exemples, mais c'est beaucoup plus difficile de faire une pompe avec amplitude complète ou un squat avec amplitude complète, cul par terre, ass to grass, comme disent les Anglais, que un box squat, par exemple. Donc, tu vois, tu prends une cagette en bois de CrossFit et tu fais juste de t'asseoir comme ça. Donc, en fait, tu as une amplitude très réduite. Tu peux mettre beaucoup plus lourd, c'est sûr. Ça va pas stimuler ta croissance musculaire pour autant, mais l'amplitude de mouvement peut être intéressant. Par exemple, c'est peut-être pas ton cas, mais pour les personnes en surpoids, pour les personnes qui pèsent 150 kg, est-ce que tu penses que 150 kg à faire des répétitions de 10 au squat, même sans aucune charge, barre à vide, rien, même sans barre, juste au pot du corps, des air squats, est-ce que tu penses qu'une personne de 150 kg elle peut faire des air squats en série de 10 alors qu'elle pèse 150 kg? Est-ce que tu penses qu'elle peut faire une amplitude complète? Non. Donc à ce moment-là, on intègre du box squat. Et moi, c'est exactement ce que je faisais quand je travaillais à Basic Fit. Quand j'avais des personnes en surpoids, je commençais d'abord par du box squat et ensuite j'enchaînais sur des amplitudes un peu plus profondes, tu vois. Peut-être pas passer du box squat au profond direct, mais tu vois, progressivement, tu diminues le gap si tu veux. Tu mets une échelle de plus en plus courte, etc., des box de plus en plus courtes. Enfin bref, il y a beaucoup de manières de progresser. Ça, c'est une des manières et on n'y pense pas forcément. De toute manière, je pense que tu l'as déjà remarqué, hein. Quand tu débutes en musculation, tu es là, oh, j'arrive à faire des squats à 100 kg, c'est trop bien. Voilà l'amplitude de mouvement. On te demande de faire un squat complet. Oh, je suis redescendu à 50 kg. Finalement, je suis pas si fort que ça, tu vois. Bah là, c'est exactement le même constat. En fait, plus tu prends d'expérience, plus tu prends en compte le fait que l'amplitude est très importante pour prendre de la masse. 8e manière de progresser à l'infini, c'est la vitesse d'exécution. C'est beaucoup plus demandant en énergie neuromusculaire, c'est-à-dire vraiment ton cerveau, ton système nerveux. C'est beaucoup plus demandant nerveusement de faire une vitesse d'exécution rapide. Quand je dis rapide, c'est tant sur la descente que sur la remontée. Ok, il n'y aura pas beaucoup de temps sous tension, puisque forcément tu vas descendre sur peut-être 1 seconde, une demi-seconde, et tu vas remonter sur 1 seconde, une demi-seconde. Tu auras du coup 2 secondes de temps sous tension, ce qui n'est pas fou, parce que nous on a vu dans la dernière vidéo qu'il fallait que le temps soit compris entre 20 et 90 secondes. Je te laisserai la regarder juste avant si tu veux. Du coup, par rapport à la vitesse d'exécution, qu'est-ce qui est le mieux pour prendre de la masse? Bah, tu vois, pour moi, le mieux c'est d'avoir une descente lente quand tu débutes et quand tu deviens intermédiaire avancé. Intermédiaire, c'est 5 ans d'entraînement minimum avec un coach ou
avec la bonne manière de faire. Et avancer, c'est entre 7 et 10 ans pour moi, tu vois. Et justement, pour ce type de personnes-là, donc intermédiaire et avancé, eh ben, tu vas plutôt faire une descente rapide pour stimuler des démarrages musculaires et prendre de la masse musculaire, parce que tu auras ce contrôle. Est-ce qu'un débutant il ferait une descente rapide? Non, puisqu'il n'a même pas de schéma moteur déjà pour faire un squat correctement ou un développé couché correctement. Donc ça servira à rien. Donc moi je te conseille pour toi de faire une descente rapide, et par contre la concentrique, donc la remontée, doit toujours être la plus rapide possible. C'est comme ça que tu vas créer du muscle. Et par rapport à ça, comment tu peux progresser? C'est très simple. Moi, ce que j'aime bien faire dans mes programmes, si le tempo d'exécution, donc la vitesse d'exécution, est une modif à faire dans un programme, tu vas plutôt commencer par faire le tempo, il y a un code, ok? Le code, c'est le suivant, à 4 chiffres. Le premier chiffre, on va dire que c'est 2, ok? 2, c'est le temps que tu mets pour descendre sur un squat, ok? Le deuxième chiffre, donc on va dire que c'est 0, c'est le temps isométrique, donc le temps de pause que tu as entre le moment de descendre et entre le moment de remonter. Donc par exemple, tu fais un squat, si tu restes en bas pendant 2 secondes, ça va faire 2 secondes de descente, 2 secondes de pause en bas. Si le troisième chiffre, c'est 1, et ben tu vas remonter sur 1 seconde. Donc excentrique 2 secondes, pause 2 secondes en bas, 2, et puis après 1 seconde. Donc 2, 1. Et le quatrième chiffre, c'est le temps isométrique avant d'entamer une prochaine répétition. Par exemple, si le tempo d'exécution c'est 3, 0, 1, 2, et ben tu vas descendre sur 3 secondes, il n'y a pas de pause en bas, tu vas remonter sur 1 seconde, et j'avais dit 2, donc du coup tu as 2 secondes pour reprendre ton souffle et repartir sur une répétition, tu vois. C'est pas le plus important, le tempo d'exécution, mais si tu progresses de cette manière, tu peux faire un tempo de 2 secondes au début sur la descente, après la semaine suivante tu vas faire un tempo de 3, un tempo de 4, tu peux mettre un tempo de 3 avec une pause en bas, etc. Et tu vas voir que plus tu augmentes le tension, plus ta charge va être basse. Neuvième manière de progresser, ça va être les appuis ou la stabilité. Exemple, c'est beaucoup plus difficile de faire un pistol squat, donc un squat sur une jambe, que de faire un squat bilatéral avec une barre sur une Smith machine, donc une barre guidée, etc. Tu es bien en place, ou même sur une machine. Imaginons que tu fais un hack squat, tu as très peu de chances qu'il y ait des facteurs instables. La stabilité est reine en ce qui concerne la prise de masse. Plus tu es stable, plus tu peux générer de force. Il suffit que tu fasses le test. Imaginons que tu te mets sur un ballon de gym, tu vois, un Bosu. Je suis sûr que tu sais ce que c'est, tu es déjà allé au kiné. C'est une sorte de ballon gonflable coupé en deux comme ça, et tu peux faire de la proprioception dessus. Donc généralement les gens ils font des trucs avec les pieds et tout ça. Et ben imaginons que tu fais un squat dessus. Un squat sur une jambe, ou même sur deux. Un squat sur une jambe, sur ce type d'appareil là, donc sur le Bosu, la demi-sphère gonflable, etc. Est-ce que c'est beaucoup plus facile de faire ça ou de faire un squat sur une machine où tes pieds à plat, t'es hyper stable, t'as juste à pousser en fait dans les jambes, c'est tout, et t'as pas à te soucier de la stabilité du mouvement. Pour moi, le mieux c'est la stabilité. Mais après, si c'est quelque chose que tu veux changer, pour moi c'est pas optimal, mais c'est une des manières de progresser. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est tu mets une barre de squat, ok? Barre de squat, le niveau 1, on va dire, allez, semaine 1, barre de squat, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire du squat avec une vitesse d'exécution normale, ok, mais tu vas descendre normalement, ok, tu fais un squat. Semaine 2, ce que tu peux faire, c'est rajouter des élastiques avec des poids qui pendent, et du coup, quand tu vas bouger comme ça avec les micro-mouvements parasites, eh ben en fait, tu seras obligé de gainer ton tronc, ce qui peut être une manière de gagner du muscle sur les abdominaux et d'avoir un tronc plus stable. C'est du renforcement spécifique pour le squat, on va dire, tu vois. Mais si c'est un de tes objectifs, tu peux. Donc semaine 1, semaine 2, tu vois, tu mets des élastiques. Semaine 3, tu mets des élastiques et tu mets des poids plus lourds sur le côté. Semaine 4, tu mets des poids encore plus lourds. Semaine 5, tu peux mettre un petit poids que d'un côté. Enfin bref, il y a plein de manières de progresser pour augmenter ou diminuer ces appuis ou cette stabilité-là. Et en fait, ce qui est bien avec cette manière de progresser, c'est pas forcément que ça sera le meilleur pour une prise de masse, mais que ça sera surtout ludique. Et donc, ça va te redonner motivation. Tu vas te dire, c'est sympa, j'adore faire des squats à 100 kg avec des poids de 5 kg de chaque côté. J'ai l'impression que ça bouge un petit peu. Bon, ça peut être ludique, c'est sympa. Moi, j'aime bien en faire, mais pas tout le temps. J'en fais, pour te dire, je pense que j'en fais 0,5% du temps, tu vois, pratiquement jamais. Et la dernière manière de progresser, c'est d'augmenter ou de diminuer les bras de levier. Je m'explique. Imaginons que tu fais des élévations latérales. Tu as deux manières de faire les élévations latérales. Tu en as une, elle est plus importante ou plus efficace que l'autre, mais la manière dont les gens le font, c'est 60% des gens, peut-être plus,
font la mauvaise manière, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les bras fléchis comme ça et ils vont faire ça. Pour augmenter ou diminuer le bras de levier, c'est de la physique, hein, c'est de la biomécanique. Le poids, ici, imaginons que tu tiens un pot de 10 kg là. C'est beaucoup plus facile de le tenir ici ou de le tenir là, le pot de 10 kg. Bah, tu vas voir que tu vas tenir beaucoup moins longtemps avec le bras tendu qu'avec les bras fléchis. Et bah là, c'est pareil. Imaginons, semaine 1, élévation latérale, tu vas faire bras tendu, tendu. Ok, tu vas faire ça. Ensuite, semaine 2, tu vas avoir les bras un petit peu plus fléchis. La bonne manière, selon moi, tu vois. Et toujours devant, puisque les fibres sont orientées vers l'avant et vers le côté. Elles ne sont pas orientées totalement sur le côté, les fibres moyennes du deltoïde. Ok, donc des épaules. Troisième semaine, ce que tu peux faire, c'est réduire encore le bras de levier, donc vraiment faire la mauvaise manière selon moi, mais il y a des pros qui le font, donc c'est qu'il y a un intérêt à le faire. Mais peut-être que eux, ils n'ont pas réfléchi comme ça. Il y a aussi les produits derrière qui font qu'ils ont progressé autant et qui mettent lourd. C'est surtout qu'ils font des entraînements intensifs qui progressent. Là, tout ce dont on parle, c'est de l'optimisation, tu vois. Donc, semaine 1, bras tendu. Semaine 2, bras un petit peu plus fléchis, mais toujours la bonne manière. Semaine 3, tu peux faire un bras complètement fléchi, tu vois. Faire de la mauvaise manière, selon moi. Mais après, si c'est un objectif et que tu veux peut-être changer, ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, avec ces 10 manières de progresser à l'infini sur ton parcours en musculation. D'ailleurs, je serais curieux en commentaire, dis-moi combien sur 10, donc quelle note tu as sur 10 que tu connaissais de manière de progresser. Donc je répète, il y a le poids, les répétitions, les séries, les RPE, RIR, RER. Tu vas avoir le temps de récupération. Tu vas avoir la densité d'entraînement avec les summums, les supersets. Tu vas avoir... Oh, attends, tac. Tu vas avoir l'amplitude de mouvement, la stabilité ou les appuis. Tu vas avoir aussi les bras de levier et la vitesse d'exécution. J'ai pas fait dans l'ordre, mais compte ton nombre de points sur 10. Dis-moi ceux que tu connaissais, ceux que tu connaissais pas, si ça t'a aidé ou pas. Moi, je serais très curieux de le savoir. Et surtout, abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo, mon samouraï. Ciao!